travaille dans une clinique, je suis chef des services d'une unité d'hospitalisation pour adolescents et jeunes adultes. Parallèlement, je travaille ici aussi au centre SEVA. J'ai mon cabinet où je travaille surtout avec tout ce qui est la pathologie mentale chez l'adulte. Donc, ma pratique de la méditation pleine conscience en tant que médecin, je le dois particulièrement à un diplôme universitaire que j'ai réalisé avec Cécilia. Nous avons fait le diplôme de méditation, médecine et neurosciences à l'université de Strasbourg. Et à partir de là, euh, mon intérêt par rapport à cette technique thérapeutique qui a été validée par la psychiatrie moderne augmente chaque jour. Surtout euh, qu'on voit les bienfaits euh, qui s'appliquent à tout niveau, que ce soit au niveau de la pathologie mentale comme la pathologie somatique. Par rapport à la méditation, donc au centre SEVA, vous proposez et vous pratiquez aussi avec vos patients quand ils viennent en rendez-vous, en consultation. Pouvez-vous un peu développer cette prise en charge que vous mettez en place avec vos patients? Bien sûr, patient qui vient me voir, patient qui présente surtout certaines pathologies mentales comme la dépression, une anxiodépression, un burn-out, et pourquoi pas aussi un état de stress post-traumatique et même les addictions, je leur propose de façon systématique la méditation. Cette méditation, bien sûr, je la propose dans un cadre plutôt thérapeutique et dans un premier temps, je les aide à travailler tout ce qui est l'acquisition du réflexe méditatif, c'est-à-dire quand je prescris ou quand je fais une indication de méditation, je propose au patient qu'il puisse être accompagné par quelqu'un dans un premier temps pour que cette personne puisse acquérir, si je me permets, cette technique rapidement et de façon pérenne. Pour cela, on a vu que c'était nécessaire de faire des groupes de patients, pratiquants, méditants. Et à ces sujets, je travaille de façon très étroite avec Cécilia et avec les groupes de méditation qui sont faits ici pour l'accompagnement des patients, pour qu'ils puissent acquérir cette réflexe, cette habitude de travailler la méditation dans un premier temps en collectivité et postérieurement de façon individuelle chez eux. Et donc par rapport à tout ça, est-ce que déjà vous avez des patients qui vous ont fait des retours concernant les séances en groupe hebdomadaires ou des ateliers qu'ils ont suivis au centre SEVA? Bien sûr, il y a eu de très bons retours par rapport aux séances de méditation qui sont faites ici dans le centre. Et surtout, euh, je peux le confirmer sur le plan clinique, on voit une diminution de la symptomatologie pour certaines pathologies. Par exemple, pour la dépression, il y a une amélioration clinique qui s'installe rapidement. Il y a une diminution de l'anxiété, une bonne gestion de l'anxiété. Pour les phobies, et surtout, on voit aussi une amélioration au niveau du sommeil. Donc par rapport à toutes les propositions, les suggestions que vous faites pour suivre et pour vraiment assister à des séances de méditation, est-ce que vous avez des indications? Est-ce que vous proposez à toutes les personnes ou c'est bien des personnes en particulier ou pas? Moi, personnellement, je le propose de façon générale à tout le monde. Il faut dire qu'il y a deux types de propositions, bien sûr. Je viens de le dire, hein, ce sont des propositions générales, c'est pour travailler le bien-être, le développement personnel, mais aussi, dans le cadre de la médecine proprement dit, il y a des indications spécifiques, comme par exemple la dépression, surtout tout ce qui est la prévention de la rechute. On peut la proposer pour l'état de stress post-traumatique, on peut la proposer pour tout ce qui est le travail de l'anxiété, des angoisses.
On peut la proposer pour travailler les troubles du sommeil. Une indication super intéressante et qui est en train d'être étudiée de plus en plus de façon approfondie, c'est la prise en charge du craving. Et actuellement aussi, on travaille tout ce qui est la prévention à travers de cours de méditation pour les enfants. Il faut dire que c'est une proposition super intéressante parce que sur le plan, on va dire, neurobiologique, la méditation va produire, va provoquer en tout cas une neuroplasticité, c'est-à-dire un développement adaptatif, progressif et de meilleure qualité du cerveau de la personne. Si cette technique-là, on commence à l'appliquer, à la pratiquer depuis l'enfance, donc on va dire, j'espère que ça sera confirmé dans les années à venir, que si une personne commence à pratiquer la méditation à la petite enfance, cette personne pourra éventuellement avoir une meilleure adaptation sociale et éventuellement aussi éviter de tomber malade, que ce soit au niveau somatique, mais aussi et surtout au niveau de la maladie mentale, de la santé mentale. Bon, il y a beaucoup d'articles qui expliquent les bienfaits vraiment de la méditation dans notre corps. Est-ce que vous pouvez juste reprendre quelques points essentiels pour le bien-être de chacun d'entre nous? Oui, la méditation a il y a une application où, si je me permets, il y a plutôt des changements au niveau somatique qui vont bien sûr répercuter sur la partie mentale, sur la partie adaptative, sur la partie cognitive et comportementale. On va voir par exemple un changement au niveau de l'axe hypothalamo-adrénal avec une meilleure adaptation au stress, travailler tout ce qui est la gestion du stress, c'est super intéressant, pour éviter que la personne tombe dans un état de stress chronique par exemple. Mais aussi ça va provoquer des changements, même des changements structuraux au niveau du cerveau, avec une meilleure gestion de tout ce qui est l'anxiété, le sommeil, et aussi avec le développement de certaines régions du cerveau, comme par exemple la région de l'insula, où on peut éventuellement développer les capacités de bienveillance d'une personne qui va effectivement améliorer tout ce qui est le contact et les interactions avec les différents êtres humains. Bon, vous avez un joli cerveau dans les mains, donc un petit cours d'anatomie pour bien comprendre les régions concernées quand on pratique la méditation. Oui, bon, c'est vrai que on ne va pas parler de façon trop, comment dire, trop technique parce que c'est vraiment très compliqué de discuter de la structure anatomique du cerveau. Par contre, de façon globale, on va commencer par vous montrer que la méditation va provoquer une augmentation, un développement plutôt de la souche la plus externe du cerveau, que c'est le cortex. Hein, on va dire la souche la plus externe. C'est ce qu'on voit au niveau des différentes régions, ce qu'on voit au niveau des différentes parties, que ce soit au niveau de l'hémisphère gauche ou droite. Si déjà il y a une augmentation du cortex cérébral, cela veut dire qu'il va y avoir une augmentation de cette souche. Ça veut dire quoi, cette augmentation? Il va y avoir un développement, un épaississement de cette partie. Comme il y aura un épaississement au niveau de la souche plus externe du cerveau, bien sûr, il y aura une augmentation des cellules nerveuses, une augmentation de neurones.
avec des synapses qui sont très importantes pour tout ce qui est la communication et la transmission des différents stimuli. S'il y a une augmentation de cette souche, de cette partie externe du cerveau, il y aura aussi une meilleure gestion de tout ce qui est la maladie neurodégénérative. Par exemple, nous avons la maladie démentielle, comme l'Alzheimer. On sait très bien que les patients ou les gens atteints de cette maladie et qui méditent, il y a une augmentation, encore une fois de plus, d'abord la partie externe, mais aussi de la partie interne, des différentes parties du cerveau interne, qui vont améliorer les capacités cognitives, les capacités d'orientation et surtout au niveau émotionnel. En ce qui concerne les AVC, en ce qui concerne tout ce qui est la pathologie ischémique du cerveau, plus nous aurons une souche externe développée, moins il y aura la possibilité de faire des infarctus ou, si on le fait, plutôt de se rétablir rapidement d'un infarctus cérébral. En parlant par exemple de tout ce qui est de la pathologie dépressive, comment est-ce que la méditation va agir? Comment est-ce que la méditation va permettre à ces cerveaux de se rétablir d'une anxiodépression? On sait très bien qu'il y a une structure à ce niveau-là, une structure interne du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est la responsable de tout ce qui est la partie, on va dire, de la gestion ou de l'expression plutôt de l'anxiété. Qu'est-ce qui va faire la méditation? La méditation va trouver, grâce à cette neuroplasticité, d'autres circuits pour aller gérer et contrôler le travail qui est excessif. C'est un travail d'hyperactivité qui se localise au niveau de notre amygdale quand on est en phase d'anxiodépression. C'est-à-dire, de façon un peu plus claire, que quand la personne est en anxiodépression, qu'est-ce qui va faire la méditation? On va trouver d'autres circuits du type, on va dire, au niveau de la région préfrontale, par exemple, qui vont venir gérer, contrôler, surveiller et surtout gérer l'activité excessive de cette amygdale. De telle sorte qu'à un moment donné, cette amygdale va commencer à devenir de plus en plus calme et le patient va commencer à gérer de mieux en mieux ses angoisses et il va pouvoir aussi gérer de mieux en mieux cet état d'esprit, cette tristesse qui est propre à la dépression. En ce qui concerne le cerveau émotionnel, en ce qui concerne l'expression de tout ce qui est les émotions, on sait très bien qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'insula. On peut voir ce petit point vert où on va développer nos différents types d'émotions. C'est là qu'on va concrétiser tout ce qui est l'amour, la colère, la haine, la bienveillance. On sait maintenant qu'avec la méditation, il y a un développement de cette région-là. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne qui médite va avoir des propos bienveillants vis-à-vis du monde extérieur. Ça commence par un travail personnel de développement de soi-même, mais ce travail de développement personnel va pouvoir s'extérioriser vers la collectivité, vers la société, en ayant des comportements de bienveillance, en ayant des comportements peut-être, je dirais même, d'amour, en ayant peut-être aussi des comportements adaptatifs d'aide, de solidarité. Ce qui est d'ailleurs une chose super intéressante et super importante, surtout dans ces moments que nous sommes en train de vivre, dans un moment d'urgence sanitaire, par exemple. En ce qui concerne la pathologie addictive, on sait très bien que n'importe quelle addiction a un lien avec une gestion désadaptée du plaisir.
à la base, sur un plan normal, tout ce qui est plaisir est géré par le noyau accumbens. Ces noyaux accumbens se trouvent dans la partie centrale, la partie surtout interne du cerveau. Et quand il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, quand il y a un conditionnement négatif de l'activité de ce noyau, il y a ce qu'on appelle l'apparition d'une addiction ou d'une habituation, que ce soit une substance, que ce soit un comportement, ou que ce soit aussi à des différentes expressions humaines. Peu importe laquelle, parce qu'on sait maintenant qu'il peut y avoir aussi une addiction au sport, au travail ou autre. À ce niveau-là, la méditation va pouvoir aider à gérer mieux la réactivité du noyau accumbens. Il va y avoir une diminution des états de craving, c'est-à-dire les envies impérieuses de vouloir consommer une substance. Il va gérer mieux l'activité de l'amygdale, donc il y aura moins d'angoisse. Donc s'il y a moins d'angoisse, il y a moins de craving. Mais aussi, ce n'est pas seulement un travail sur la partie, on va dire, proprement dit du plaisir. On a parlé tout à l'heure que la méditation aussi travaillerait au travail, au niveau de l'insula. Donc, ça va augmenter aussi une bienveillance au niveau corporel. C'est-à-dire, de façon globale, si je peux résumer ce qui concerne tout ce qui est la pathologie addictive, la méditation va augmenter une vision positive de la personne. Si à cette position ou à cette vision plutôt positive, il y a aussi une diminution de tout ce qui est la partie de l'anxiété, et si cette anxiété est mieux gérée, donc il y aura moins de craving, moins des envies de consommer. Tout ce bienfait sur le plan neurobiologique que je viens de vous expliquer est en train de se concrétiser de façon pratico-pratique à travers la création de différents programmes de méditation pleine conscience ou de mindfulness qui est déjà une réalité dans les différentes cliniques de la périphérie toulousaine. Mais aussi, nous avons d'autres types d'interventions, comme par exemple, Cécilia actuellement travaille avec un centre de soins de Toulouse, avec qui elle fait des séjours thérapeutiques liant la partie médicale et la partie méditative dans tout ce qui est les différents types de pathologies mentales, pas seulement que l'addictive, et aussi tout ce qui est le bien-être de la personne. Oui, c'est vrai que donc je propose par le biais de l'association Méditation et Yoga pour tous différents programmes et différentes pratiques autant pour les enfants qu'au centre Seva, dans les écoles ou aussi donc avec le centre de soins. Parce que pour moi c'est vraiment important d'apporter cette pratique pour tous dans toutes les conditions et à tous les niveaux. Est-ce que peut-être pour finir vous pouvez parler un peu pour vous quel est l'avenir de la méditation pour nous tous? Je suis ravi que tu me que tu me poses cette question. En fait, la méditation, pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution qui se passe au niveau de notre cerveau. Mais pas seulement au niveau de notre cerveau. Et spécifiquement, ça va effectivement modifier notre cerveau. Mais aussi, ça va modifier notre esprit. Ça va modifier les différentes parties de notre corps et aussi nos relations avec le monde. Soit notre monde intérieur, soit le monde extérieur. Cette technique, on commencerait à la pratiquer de la petite enfance, ça serait le top. Quand je dis ça serait le top, c'est que on va pouvoir éventuellement travailler des enjeux de santé mentale et de santé publique. On va prévenir plutôt la maladie mentale d'un côté. Bien sûr, la méditation reste une technique complémentaire. C'est un travail main dans la main qu'il faut faire entre méditation
prévention et les différentes prises en charge médicales. Mais avant, avant ça, je dirais que le plus important actuellement pour nous, pour les gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu médical, je dirais que c'est une technique de bien-être, de développement personnel, et si on veut à ça rajouter les effets bénéfiques au niveau médical et paramédical, je dirais avant tout que c'est une technique de prévention des différentes maladies et aussi de prévention pour avoir une vie meilleure. Donc merci beaucoup, docteur Arevalo, pour tous ces échanges et partages avec nous concernant la méditation. Je vous remercie et je vous laisse finir cette interview si vous voulez rajouter quelque chose. C'est avec grand plaisir. Je te remercie aussi, Cécilia, pour cet échange très, très riche et très bienveillant. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que la méditation se trouve en nous. C'est quelque chose de naturel. Il suffit juste de s'en approprier et de faire de ces techniques un moyen des vies, un moyen des disciplines peut-être, mais aussi un moyen de bien-être et de développement personnel. Merci.